Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5 Urban FM, la station Urban avec Moslem, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour tout le monde. René Ruth et Fallon. Bonjour. Alors le week-end, comment ça s'est passé? C'était bien. Tu as fait le sport? Oui. D'accord. Tu as couru combien de Non, j'ai pas kilomètres? couru, j'ai fait des exercices à la maison. D'accord. Ça, c'est pas le sport, ça. Si. Non. Si. Le sport, Monsieur. c'est quand tu sors de chez toi. Non, c'est pas vrai. C'est ça on appelle Le sport. Non. Sport. Non. Le sport, c'est aussi la capacité Ouais. à pouvoir faire des exercices à la maison en se basant sûrement sur son corps et puis essayant de faire le maximum de temps qui permettrait à ce qu'on puisse brûler un certain nombre de calories ou encore exécuter un certain nombre d'exercices. Il y a des pratiques sportives qui ne sont pas nécessairement appelées à être faites à l'extérieur ou dans une salle. On peut les faire correctement chez soi. D'accord. Donc le président était du côté du Congo, c'est ça? Oui, le président était au sommet des trois bassins, qui est un sommet qui a pour vocation de pouvoir militer en faveur de la protection des forêts tropicales ou encore des écosystèmes tropicaux pour permettre à ce que ces écosystèmes qui sont aujourd'hui quand même, on va dire, un environnement qui recèle une biodiversité innombrable et que à ce moment-là, il est nécessaire aujourd'hui que l'ensemble de la planète ou le monde entier puisse s'arrêter dessus et pouvoir offrir, du moins on va dire, une perspective qui va dans le sens de pouvoir garantir un certain nombre de mesures allant dans le sens de pouvoir favoriser leur meilleure protection ou leur préservation, notamment la préservation de la biodiversité, la préservation de la nature, mais surtout aussi faire en sorte que les pays et les populations qui sont dans ces zones-là puissent quand même avoir des retours en termes de retombées par rapport à cette conservation. Parce qu'il faut signaler aujourd'hui que les trois bassins, quand on en parle, parfois les gens se demandent il s'agit de quoi. Le premier bassin serait de l'Amazonie, donc le second, celui du Congo, et le troisième, celui de Bornéo-Mekong. Et en Asie. L'Asie du Sud-Est. Voilà. Et ces trois bassins constituent aujourd'hui de ce qu'on pourrait appeler le poumon de la biodiversité mondiale. Ils ont une capacité de séquestration du carbone qui fait qu'aujourd'hui, ils devraient quand même avoir un retour en termes de financement, un retour en termes d'accompagnement, un retour en termes de valorisation du rôle que ces forêts-là jouent, parce que il vous souviendra qu'au mois de mars, du 1er au 2 mars, si je me dis encore bonne mémoire, on avait eu ici le One Forest Summit, qui était une co-organisation entre le Gabon et la France. Les deux pays poursuivaient la même ambition, ou poursuivent la même ambition, étant donné que à Brazzaville, le président Olivier Nguema a confirmé l'engagement du Gabon à pouvoir toujours s'inscrire dans la logique de la préservation des écosystèmes de ces régions-là, donc des trois bassins, et de permettre à ce que cela devienne une marque qui permettrait à ce que ces environnements soient intégralement protégés. Donc c'est tout le sens Quand le discours a eu le buzz, les standing ovations, Alors, est-ce qu'il a sorti des punchlines? bon, le discours a eu le buzz parce que simplement, il s'agit là de la première intervention on va dire, sur une plateforme internationale du président Oligui, premièrement, mais surtout aussi par un certain nombre d'informations qui peuvent être lues dans son discours. Par exemple, il a énuméré que depuis le 30 août, je le cite, depuis le 30 août 2023, le Gabon s'est engagé dans une transition politique et pacifique qui l'a introduit vers une nouvelle ère, celle de la liberté, du progrès démocratique, économique et social. C'est fort quand on sait que dans la présentation qui a souvent été celle du Gabon, on s'est souvent arrêté à dire soit c'était un coup d'État militaire ou c'était un coup de liberté, comme par euphémisme on l'a mis en valeur pour permettre à ce qu'on soit dans l'idée qui veut qu'il y a eu un adoubement de la part des populations de l'acte posé par les militaires. Et là, le président a présenté à la communauté internationale l'idée qu'il ne s'agit pas d'un coup d'État qui aura, du moins d'une situation qui a pour seule ambition de faire en sorte que les militaires aient voulu simplement venir au pouvoir, mais qui a une ambition derrière. C'est un projet
qui s'inscrit non seulement dans le sens de permettre à ce que le Gabon s'inscrive dans le Conseil des Nations du 21e siècle, qui invite au développement économique, au développement politique et social d'ailleurs, mais surtout au rayonnement démocratique et qui implique la liberté. Donc ça se nécessite. C'est à cause de ça qu'il a eu le standing ovation. C'est en partie à cause de cela, mais surtout aussi parce qu'il y a eu quand même l'exécution d'un rappel, surtout l'invite aux pays qui avaient assisté à la COP 26, si je ne me trompe pas, à Glasgow, de pouvoir finalement concrétiser leurs engagements. L'engagement étant d'accompagner les pays des zones humides ou encore des bassins forestiers de la région intertropicale dans leur processus de préservation de l'environnement, dans leur processus d'engagement en faveur de la protection de la nature. Parce qu'il faut comprendre que des pays comme le Gabon, si on tient compte des politiques menées par les gouvernements précédents, ça a toujours été de pouvoir favoriser la protection de la nature. Les parcs nationaux que nous avons, que ça soit sur Terre ou dans l'océan Atlantique, suffisent pour pouvoir montrer le degré d'engagement du Gabon en ce qui concerne la question de la préservation de la nature ou la valorisation de la biodiversité. Et dès cet instant, ce sacrifice qui implique quand même aussi un certain nombre de contraintes, par exemple, vous avez aujourd'hui des zones entières où les populations n'ont pas de droit de citer en termes de chasse, de pêche et tout ce qui s'ensuit. Donc, en créant ces différentes réserves pour la préservation de la nature et de la biodiversité, ça a quand même un coût social. Et ce coût social-là, il faut le compenser. On le compense, il faut bien qu'on trouve des mécanismes de financement qui permettraient à ce que les populations qui sont privées d'accès à leurs forêts, par exemple, je prendrai le cas qui est souvent récurrent. On voit par exemple la Lopé, où il est difficile pour les populations de pratiquer les cultures, donc de l'agriculture ou encore faire de la chasse ou de la pêche, parce qu'il y a le grand parc de la Lopé qui est là. Et dès cet instant, il faut qu'on trouve des moyens qui permettraient à ces populations-là de pouvoir vivre autrement et trouver des revenus autrement. Et c'est cet accompagnement-là dont ont besoin les pays comme les nôtres, comme le Congo, comme le Brésil, et ainsi de suite. Et que finalement, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que les principaux pollueurs universels que nous connaissons, la Chine, les États-Unis, l'Union européenne et les autres pays industrialisés, doivent pouvoir mettre la main à la pâte pour pouvoir permettre à ce qu'il y ait un accompagnement réel de ces pays-là à faire cette transition qui permettrait à ce qu'en même temps, ils protègent le monde, parce que quand on parle de séquestration du dioxyde, du CO2, ça sous-entend qu'il y a derrière une capacité à pouvoir absorber le taux d'émission. Et les émissions, par exemple, pour nos pays, le taux d'émission de gaz à effet de serre pour nos pays est très infime parce que nous ne sommes pas suffisamment industrialisés. Si on prend un pays comme le Gabon, je crois qu'on n'est même pas à 1% de taux d'émission. Donc à ce moment-là, il est nécessaire aujourd'hui que ceux qui font l'effort de permettre à ce que la planète soit respirable, qu'ils soient en mesure de pouvoir bénéficier aussi des revenus substantiels qui permettraient à ce qu'ils assument pleinement cette politique. Parce que derrière, vous avez des situations conflictuelles qui naissent. Par exemple, le conflit homme-faune, comme on l'a enregistré dans le Goué-Vindo dernièrement, ou un peu partout à travers le Gabon, où les populations se plaignent que les pachydermes, par exemple, donc les éléphants, viennent manger les fruits de leur travail, notamment en ce qui concerne parmi les humains, et face des comme victimes. Le chasseur de crocodiles dans l'Union. Voilà, qui a dû faire le mort pour sa survie. Donc il est bien nécessaire aujourd'hui qu'en même temps, nous soyons dans cet esprit de protection de l'environnement, mais que les États qui étaient à Glasgow se rappellent qu'ils avaient fait des promesses et que ces promesses, il est temps de sortir de ces dernières, mais de les concrétiser. Par exemple, on a la fameuse question de comment on institutionnalise aujourd'hui la vente des crédits carbone, comment on les évalue, comment ça peut être une source de revenus pour nos États. Le Gabon, à la suite du sommet du One Forest Summit, avait décidé de transférer, par exemple, la vente de ces crédits carbone
au niveau du FGIS, le Fonds gabonais d'investissement stratégique. Mais comment on évalue ces crédits carbone? Qui sont d'abord, où se trouve le marché? Et qui sont susceptibles d'acheter ces crédits carbone-là. Donc, il faut qu'il y ait aujourd'hui un environnement qui soit beaucoup plus, on va dire, crédible et qui permette à ce que, quand nous faisons l'effort de protéger la forêt, pour être trivial, eh bien, que derrière, ceux qui la détruisent chez eux et qui sont dans l'industrialisation à outrance et qui sont dans la surconsommation des produits du sol et du sous-sol, eh bien, donc l'exploitation, qu'il s'agisse de l'exploitation minière, forestière et j'en passe, eh bien, qu'ils soient en mesure aussi de compenser cet effort que nous fournissons. Et c'est tout le sens aussi du discours du président, parce qu'il leur a donné rendez-vous à la prochaine COP qui va se tenir à Dubaï, pour que concrètement, eh ben, les pays pollueurs ou encore les institutions qui financent ces questions-là, eh ben, puissent réellement travailler à faire en sorte qu'il y ait des propositions claires. Le dernier sommet qui s'est tenu au Maroc, la COP qui s'est tenue au Maroc, la dernière COP, eh ben, elle épousait la même ambition. Mais on ne trouve toujours pas de mécanisme réel pour financer cette question-là. Quand on sait d'ailleurs que quand on parle de séquestration du CO2, eh ben, les pays qui en bénéficient sont les mêmes qui sont censés accompagner les pays en développement. Vous avez, je me rappelle, je lisais encore il y a quelque temps un rapport de l'ONU qui disait que si on sort par exemple un financement de 100 milliards de dollars, ou je dis un truc comme ça, c'est pas un chiffre réel, on va dire 10 millions de dollars. Dans les 10 millions de dollars, ce sont les pays du Nord qui vont bénéficier à peu près de 80% des investissements dans le secteur environnemental, alors que les pays qui, eux, font l'effort de maintenir une certaine biodiversité, eh ben, ne profitent pratiquement de rien. Ou souvent, on finit même par leur accorder cette aide qui devrait être gratuite avec des taux d'intérêt, et ça devient un prêt. Donc, à ce moment-là, il faut bien qu'on soit dans une logique qui permettrait à ce que les uns et les autres se retrouvent dans la politique environnementale qui est prônée par toutes les institutions à travers le monde ou par les pays leaders. Et dès cet instant, ça ne pouvait qu'avoir un écho, parce que cela a permis également de juger de la pertinence ou du degré de maîtrise du dossier par le président de la transition, mais également de voir si les militaires arrivés au pouvoir au Gabon le 30 août avaient réellement la volonté de s'inscrire dans cette logique qui tenait à pouvoir faire en sorte que les engagements pris par les gouvernements précédents ou par le régime précédent ne se retrouvent pas à être dévoyés par ces derniers. On parle de rentrée parlementaire. Oui, la rentrée parlementaire, vous savez que le 7 octobre, si je ne me trompe pas, pardon, le 7 octobre, le président de la transition avait nommé... Oui, le 7 octobre, le président de la transition avait nommé les membres devant faire partie du Parlement, donc des deux chambres, Sénat, Assemblée. Seulement, il s'est retrouvé qu'après, il y a eu quand même une situation conflictuelle née d'un certain nombre de recours qui avaient été introduits auprès de la Cour constitutionnelle, notamment le recours introduit par un juriste qu'on connaît bien au niveau de la place de Libreville, notamment M. Roli Alain Djila, qui est juriste publiciste et ancien juriste consultant du COPIL citoyen. Donc ça vaut déjà il y a déjà le prix qu'on peut accorder à sa démarche. Donc ça avait quand même enregistré un certain blocage dans la mesure où la première, du moins cette rentrée qui devait s'effectuer n'avait pas eu lieu aux dates indiquées et on a dû reporter. Et il a fallu que la Cour constitutionnelle tranche sur, du moins décide ou donne son rendu sur les saisines qui ont été apportées à son greffe. Et tu te rappelleras qu'on avait dit ici que la Cour constitutionnelle avait jugé irrecevable ces recours-là. Et aujourd'hui, le Parlement va concrètement faire son entrée, une entrée qui est quand même très attendue parce que l'ambition sera de pouvoir ici mettre en avant l'idée que le gouvernement, qui est l'exécutif, ne peut pas gouverner le pays seul. Sinon, il faut qu'il y ait des garde-fous, qu'il y ait d'autres institutions qui
procède au contrôle de son travail ou encore de sa gouvernance. Et dès cet instant, le Parlement est un outil important pour notre pays, qu'il s'agisse de l'Assemblée ou le Sénat en l'état. Donc, les députés et les sénateurs qui ont été choisis par le CTRI et le président de la transition doivent pouvoir accompagner ou travailler à faire en sorte que les lois et règlements qui seront proposés par l'exécutif soient faits de façon à ce qu'il s'agisse des lois qui aient un caractère universel. Parce que la particularité des lois, c'est qu'elles ne doivent pas être des lois personnelles. Il faut toujours qu'elles soient universelles pour permettre à ce que tout le monde se retrouve là-dedans. Ensuite, il faut contrôler l'action du gouvernement de la transition. Il faut bien que les institutions continuent à fonctionner. Il faut que l'administration continue à fonctionner. Et cela passe par le vote du budget de l'État. D'ici là, certainement qu'on sera en préparation de la loi de finances 2024. Donc, il faut bien que le Parlement siège et qu'on soit en mesure de pouvoir suivre l'actualité qui viendra par la suite. Et il y a d'autres missions qui seront nécessairement données à ce Parlement pour permettre à ce que la transition se déroule dans de meilleures conditions, parce qu'il faut savoir que l'objectif d'une transition, c'est, du moins la transition qui se passe au Gabon, son objectif, c'est principalement rentrer dans la procédure ou le processus de restauration des institutions, permettre à ce on redonne de la dignité aux Gabonais, et cela passe par un certain nombre de mesures qui doivent être prises, et cela ne peut se faire qu'avec le concours du Parlement. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Il est exactement 10h. Voici l'horoscope des auditeurs. On se retrouve demain à 7h pour le morning. Cher auditeur, le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.